Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des documents passionnants concernant la République démocratique de Congo. Un pays immense, richissime en ressources, mais bon, toujours face à d'énormes défis. Absolument. Et au cœur de tout ça, deux présidences récentes qui interrogent. Celle de Joseph Kabila et celle, actuelle, de Félix Tshisekedi. Notre mission, si on peut dire, c'est de comparer ces deux mandats. On va s'appuyer sur les sources fournies. Des analyses, des articles très pointus sur la corruption, les fameuses fuites Congo Hold Up. Oui, et puis aussi des rapports d'ONG et d'institutions internationales. L'idée, c'est de voir comment ils se distinguent ou ils se rejoignent, sur le plan politique, économique, sécuritaire, diplomatique, et bien sûr, ce sujet brûlant de la corruption. Alors, allons-y. Déjà, les points de départ sont radicalement différents, hein. Kabila, lui, il hérite du pouvoir en 2001, en pleine guerre, c'est ça. Alors que Tshisekedi, lui, arrive en 2019. C'était une transition historique, la première alternance pacifique, mais très vite contestée. Et puis il y a eu cette rupture, en 2021, avec la coalition qu'il formait avec le camp Kabila, le FCC. Ces contextes pèsent lourd, forcément. Politiquement, Kabila, c'est un long règne, 18 ans. Une certaine stabilité après la guerre, oui, mais... Mais des élections, celles de 2006 et 2011, qui ont été très critiquées pour leurs irrégularités, et une fin de mandat, comment dire, assez tendue. Les institutions étaient quand même bien verrouillées par son camp, le PPRD et le FCC. Le pays était classé non libre à l'époque, d'ailleurs. Avec Tshisekedi, on a ce symbole fort de l'alternance. Il a cherché à s'émanciper de l'influence de Kabila. Oui, progressivement, et il a mis en avant l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Comme symbole de la lutte anticorruption, pourtant, les critiques persistent, non? Sur une certaine centralisation du pouvoir, une justice qui peine à convaincre de son indépendance. Tout à fait. C'est un reproche récurrent. Sur l'économie aussi, les trajectoires sont intéressantes à comparer. Ah oui? Sous Kabila, surtout la période 2010-2015, il y a eu une croissance économique assez forte, boostée par le boom minier, vous savez, cuivre, cobalt, Ok, des chiffres macro stables en fin de mandat, c'est ce qu'on lit. voilà. L'inflation était plutôt maîtrisée à la fin. Mais attention, cette façade cachait une dépendance extrême aux mines, des infrastructures délabrées et puis une pauvreté écrasante. On parle de 70% de la population, quoi. Et sous Tshisekedi, la croissance s'est maintenue, tirée par les mines toujours, autour de 8% en 2023. Oui, mais le gros point noir, c'est l'inflation. Elle a explosé. Près de 24% fin 2023. Ça pèse énormément sur les gens. Et la pauvreté, elle bouge. Très peu, malheureusement, toujours autour de 70-73%. Le PIB par habitant reste parmi les plus bas du monde. Il y a peut-être une légère amélioration perçue du climat des affaires, mais bon, les investissements étrangers directs, ça reste faible. Ce qui nous ramène inévitablement au cœur du problème, semble-t-il, sous les deux présidents, la corruption. Exactement. Les sources sont unanimes là-dessus, hein, c'est un fléau. Systémique, institutionnel, presque culturel, disent certains rapports. La RDC est très mal classée, hein. 162e sur 184 pays en 2023, selon Transparency International. Un score de 20 sur 100. C'est très bas, très bas. Et l'ère Kabila a été marquée par ses révélations fracassantes, Congo Hold Up. Oui, les chiffres sont fous. Au moins 138 millions de dollars de fonds publics qui auraient été détournés via une banque, la BGFI. Et ce qui est frappant, c'est l'implication présumée de la famille très proche. C'est ça. Le frère adoptif qui dirigeait la banque, la sœur actionnaire, c'est vraiment ce que les experts appellent la capture de l'État. Les institutions qui servent des intérêts privés au sommet. La Gécamine, le géant minier d'État, est souvent cité dans ces mécanismes. Absolument. Comme outil d'enrichissement personnel ou clanique. D'ailleurs, il y a une enquête ouverte en France suite à ces fuites. Alors, face à ça, Tshisekedi arrive et affiche la lutte contre la corruption comme une priorité absolue. L'IGF est partout, la RDC rejoint l'ITI pour la transparence minière, il y a des procès qui font du bruit. Oui, l'affichage est là, clairement. Mais alors, le paradoxe, c'est que les scandales continuent d'éclater. Et les sources en parlent aussi. Le programme des 100 jours, les fonds Covid, cette taxe RAM sur les téléphones, des surfacturations sur des lampadaires, des fourrages. Et quelle issue pour ces affaires? Souvent, ça n'aboutit pas vraiment. Ou alors, les responsables sont blanchis. Du coup, la perception de la corruption, selon Transparency, elle ne s'améliore pas de façon notable. C'est un système très résilient, visiblement.
Même si la société civile, des ONG comme l'ICOCO, le CNPAV et les partenaires internationaux poussent derrière. Il pousse, oui, et le Canada, la France, les USA soutiennent ces efforts. Mais démanteler un système pareil, c'est compliqué. Diplomatiquement aussi, les approches semblent différentes. Kabila, c'était plutôt la Chine, l'Afrique australe, la SADC. Oui, et des relations très tendues avec les voisins comme le Rwanda, l'Ouganda. Son image en Occident était assez écornée à la fin. Tshisekedi, lui, a joué la carte de l'ouverture. Présidence de l'Union africaine, rapprochement avec les USA, l'Europe, discours sur le climat. Une diplomatie plus active, c'est vrai. Il a tenté des médiations régionales via l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. Mais bon, les relations avec le Rwanda, Ça reste explosif, voire pire qu'avant, non? c'est plus ouvertement conflictuel, en tout cas. Ce qui nous mène à la sécurité, l'autre grand défi, surtout dans l'Est. Sous Kabila, il y a eu un renforcement de l'armée, les FRDC, après la guerre, mais les conflits ont repris. Le M23 qui prend Goma en 2012, c'était un choc. Oui, et une forte dépendance à la MONUSCO, la mission de l'ONU. La réponse face au M23 et au rôle présumé du Rwanda était jugée ambiguë par certains. Et sous Tshisekedi, le M23 revient en force. Et là, Kinshasa accuse Kigali sans détour. Exactement. Il a fait appel à une force régionale de l'EAC qui est partie depuis. Il essaye de renforcer les FRDC, mais elle manque cruellement de moyens logistiques, de cohésion parfois, et puis il y a des dizaines d'autres groupes armés. L'insécurité reste critique, sa posture est plus ferme vis-à-vis du Rwanda, mais sur le terrain, c'est très difficile. Donc si on essaye de synthétiser, Kabila, c'est la longévité, une certaine stabilité macro à la fin, mais payée par un système fermé, une corruption massive documentée par des fuites comme Congo Hold Up. Voilà. Et Tshisekedi, c'est le symbole de la rupture démocratique, une volonté de réforme affichée, une ouverture diplomatique. Mais il se heurte au même problème en fait. Une corruption qui persiste malgré tout, une inflation galopante, l'insécurité. Absolument. Les sources montrent bien que changer de président, même si c'est symboliquement fort, eh bien ça ne suffit pas à transformer un système si profondément ancré. Les faiblesses structurelles demeurent. Ce qui nous amène à la question finale, un peu provocante peut-être. Au-delà des personnalités, au-delà de Kabila ou Tshisekedi et de leur stratégie, qu'est-ce qui bloque vraiment? Quelles sont ces structures profondes qui empêchent la RDC de sortir de ce cycle infernal d'instabilité et de prédation des richesses? C'est toute la question en effet. Qu'est-ce qui doit changer fondamentalement pour que ces ressources immenses profitent enfin réellement à la population congolaise? Là est sans doute le véritable enjeu pour l'avenir.